Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette année aux enjeux croisés des technologies spatiales et de ce qu'on appelle ici à l'IESD les capacités stratégiques hautes. Alors, ces capacités stratégiques hautes, ces CSH, ça concerne en réalité toutes les hautes technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans les armées. Donc, on pense au nucléaire, à la puissance aérienne, à l'antimissile, au cyber et naturellement aux technologies spatiales qui seront étudiées pendant ce semestre. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont déjà assisté au séminaire espace de l'an dernier qui était consacré au New Space, le format change un petit peu puisque nous n'aurons qu'un intervenant par séance, des chercheurs à chaque fois, et des chercheurs à qui on donnera le temps de s'exprimer un petit peu plus en profondeur sur les sujets abordés, qui seront suivis naturellement de questions que vous pourrez poser tous sur le chat et qu'on essaiera de retransmettre ici à notre intervenant. Alors pour cette première séance, qui est consacrée au rôle des capacités spatiales dans les C2 de nouvelle génération, donc les centres de command and control, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Thibaut Fouillet, diplômé de l'Université du Luxembourg, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et qui est un des chercheurs associés à l'IESD. Donc, voilà, sur ces bonnes paroles, je donne la parole au docteur Thibaut Fouillet euh, pour la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir, vu l'heure. L'enjeu ici aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler de cette évolution du commandant de contrôle des C2, plus globalement, de comprendre en quoi les nouvelles technologies et notamment les nouvelles capacités spatiales vont influer sur la capacité à conduire et penser les opérations et comment cette intégration technologique bouleverse à la fois le champ du spatial et à la fois le champ de l'intégration de cette conduite des opérations. Pour plus de fluidité et de dynamisme, je vais me contenter d'une présentation assez succincte en premier lieu, et puis on échangera un peu avec Valentin sur des points saillants, des questions qui auront émergé, et puis l'objectif c'est surtout de pouvoir échanger avec vous par les questions du chat, par vos prises de parole, voilà, qu'on essaye un peu de dégrossir cette problématique. Quand on parle de C2, on a tendance à un peu mettre tout et rien. C'est devenu un mot fourre-tout. Finalement, ce command and control. Alors on sait plus trop si on parle de C2, de C4ISR, donc où on met de l'intelligence, de la reconnaissance, si on parle de C3I. En fait, finalement, le C2, on sait, tout le monde en parle et finalement, on sait pas trop ce que c'est. Donc, revenons à l'origine très rapide de ce qu'est le C2 pour ensuite comprendre pourquoi le spatial prend un rôle de plus en plus important dans cette logique. Le C2, c'est tout simplement la, on va dire, la machine, alors qui peut être technologique ou non technologique, d'un état-major pour penser la manœuvre. C'est le rapport très brut à l'origine entre captation de l'information, donc la connaissance de l'ami, la connaissance supposée de l'ennemi, et élaboration de la manœuvre, puis il va ensuite aller vers la diffusion de l'ordre de manœuvre. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce command, c'est-à-dire commander. Et très rapidement, on se rend compte que forcément ce C2, il évolue avec toutes les technologies qui vont s'agglomérer dans cette aide à la prise de la décision. Et donc, forcément, puisque déjà pendant les guerres mondiales, mais de plus en plus avec la numérisation des forces, l'intégration des forces, le développement du cyber, de la communication numérique, de la numérisation des capacités, on a toute une logique qui émerge et le C2 va en se complexifiant. Il va devoir intégrer le renseignement numérique, le renseignement satellitaire, le renseignement donc humain, pouvoir aussi synthétiser la situation amie, la situation ennemie, l'intégration de nos propres capacités. Donc c'est pour ça qu'il devient un mot fourre-tout, parce que progressivement, cette logique assez basique à l'origine, qui est de dire, on agrège la connaissance qu'on a, on en fait, enfin, on l'aide, on l'insère dans la décision et ça nous permet ensuite d'orienter la manœuvre. Ça se complexifie et ça devient
l'enjeu fondamental de la modernisation des capacités. Et pourquoi le C2 devient aujourd'hui aussi important? Parce que les armées modernes, les doctrines modernes sont orientées autour de l'intégration des capacités, donc à tous les niveaux. Au niveau tactique, on parle souvent de combat collaboratif, c'est-à-dire que la numérisation des forces fait que ce ne sont plus simplement des pions de manœuvre, mais maintenant des systèmes qui communiquent entre eux, qui vont échanger les informations. Donc on arrive à la fois avoir une meilleure connaissance du dispositif ami et en même temps on complexifie par la masse des informations. Puis quand on remonte, on a toute cette problématique de l'acquisition du renseignement tout milieu, le renseignement spatial, la localisation, bien entendu, on pense au GPS, mais également les nouvelles technologies de communication, l'introduction du cyber, etc., etc. Donc en fait, moderniser les capacités, c'est moderniser finalement le C2 et développer cette intégration globale. Donc le C2 n'est plus une méthode d'aide à la décision, ça devient bel et bien l'enjeu de la modernisation. C'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui chez les Américains de multi-domain operation ou de all-domain operation et en France de manœuvre multimilieu, multi-champ. On voit bien qu'en fait, on veut dépasser le niveau classique, on va dire qui est déjà difficile à atteindre interarmée, on veut passer à l'étape supérieure, tout connaître, tout agréger. Et donc, pour tout connaître et tout agréger, la clé, c'est bien les architectures de communication, d'intégration. Et donc, finalement, la clé de ces doctrines futures, c'est le C2. Et vous me direz, qu'est-ce qu'on fait de l'espace dans tout ça? Eh bien, en fait, les deux sont intimement liés. Parce que l'espace, pour les armées, pour les opérations, c'est le centre de la connaissance à l'origine et de l'aide à la décision. Alors, de manière aussi brute que dans les premiers temps, eh bien, le GPS, connaissance amie, la localisation précise, ou alors une aide à la localisation de l'ennemi, ça va être l'acquisition des cibles, donc cette fameuse logique complexe reconnaissance frappe, et c'est bien entendu le développement de la connaissance du champ de bataille, l'imagerie satellite qui permet de savoir en un point ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut éventuellement y faire. Mais, puisque le C2 devient la centralité, que l'espace est le cœur de cette architecture de connaissance, mais aussi de communication, bien entendu. Alors, on voit dans la guerre en Ukraine Starlink, on pense bien entendu à la communication numérique. L'espace, ce n'est plus, avec ces nouvelles doctrines, une logique d'appui, un moyen annexe, ça devient un enjeu central. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a forcément un dépassement de fonction de l'espace si, du jour au lendemain, alors j'espère que vous verrez tous bien, au lieu d'avoir un C2 ici qui agrège vos capacités, c'est-à-dire qui prend la connaissance, on va dire, du spatial, de l'espace, pour ensuite aider à la décision, et par exemple, d'une opération, on va dire, terrestre. Ça, c'est le schéma classique. Prenez l'aide de l'appui spatial, vous prenez ça dans le C2 mais comme un moyen annexe et vous conceptualisez votre manœuvre, on va dire terrestre. Demain, puisque la manœuvre, en fait, elle est concentrée avec MDO ou le MC sur un lien permanent et que le C2, c'est plus une fonction, mais c'est la fonction, c'est ce que je vous décris au départ, c'est le moyen de connecter et d'intégrer, forcément, tout ce qui vous permet de connaître, connecter, intégrer devient la clé. Je pense qu'on voit rien malheureusement. On va essayer peut-être de rapprocher Tu veux que je rapproche? soit le tableau, soit éventuellement. Ou alors, il faut que je change de couleur. En noir, on voit. Non, on voit rien. Bon, c'est dommage. On va faire comme ça et puis après, je le rapprocherai. Bon, donc forcément, là, tout ce qui va être un milieu, un champ, une capacité d'intégration, va en fait devenir la clé de la réalisation du C2 et lui-même par transitivité la clé de la réalisation des opérations modernes. Et l'espace, parce que c'est la structure de communication, d'intégration, de diffusion, de partage de l'information, de renseignement, mais même aussi de détection, acquisition des unités, va devenir un champ principal de la conflictualité. Et c'est ce glissement-là qui aujourd'hui lie C2 et espace. Dans les deux sens, l'espace, je viens de vous le dire, devient un enjeu principal de la modernité des opérations, mais comme c'est l'un des enjeux principaux de la modernité des opérations, forcément, ça devient aussi un champ de conflictualité. Et comme c'est un champ de conflictualité, on doit penser l'espace en tant qu'un milieu opérationnel. Et c'est une véritable nouveauté. C'est pour ça que les Américains, qui sont assez avancés sur la question, commencent à parler de space operation, de
même de développer du space power. L'espace n'est plus simplement le moyen, la capacité technique qui va être en soutien de la prise de décision, donc en soutien du C2, mais un milieu comme les autres. Il est régi dans la vision américaine et dans ses visions, grâce à cette modernisation des C2, comme un milieu stratégique. Ça veut dire que le vocabulaire stratégique va commencer à se développer. On commence à parler d'opération spatiale, de la nécessité de massifier la composante spatiale, parce qu'il faut pouvoir se défendre, parce que votre liberté d'action spatiale devient la clé de vos opérations futures. Donc, forcément, l'ennemi va chercher à frapper le spatial pour vous paralyser, et on en reparlera, je pense, mais c'est pour ça que se développe toute une logique chez les Américains de développer des constellations pléthoriques pour se dire, bah, on est résilient à une première frappe, on doit garantir notre capacité. Et à l'inverse, c'est pour ça qu'on voit émerger toutes ces capacités d'anti-satellite, de brouillage, d'action dans l'espace, parce que c'est plus juste couper le GPS et donc voilà, légèrement amputer les capacités, c'est rechercher la paralysie de l'action collaborative adverse et en fait le faire retourner à l'âge d'avant, c'est-à-dire l'âge actuel. Et qu'en 2040, on retourne à 2020 et donc si on peut faire ça chez l'adversaire et que nous-mêmes on agit en intégration, on veut avoir une supériorité opérationnelle. Donc, en conclusion de cette présentation assez rapide, et on en reparlera, je pense. Je parlais de la vision américaine, la vision française aussi émerge dans cette logique-là, bien qu'elle soit encore un peu à la convergence entre la vision actuelle du spatial en soutien et la nouvelle vision en tant que domaine. Mais on voit donc que le C2 devient l'enjeu des opérations. Et l'espace, comme pourvoyeur principal des capacités C2, devient donc un nouveau milieu de la conflictualité, un enjeu majeur de la conflictualité future. Pour répondre à l'interrogation initiale de cette conférence, l'espace, les capacités spatiales dans les C2, c'est pas juste un apport, ça devient la clé, la pierre angulaire de l'intégration et ça devient à la fin à la fois moyen, enjeu, capacité et même milieu de conflictualité. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation première et c'est bien dommage qu'on puisse pas voir, ça va simplifier les choses. Oui, on va essayer de Peut-être d'approcher. peut-être effectivement approcher. À quel moment on va voir quelque chose. On voit quelque chose. Non, c'est beaucoup trop long. Il faut vraiment qu'on décale la table. C'est la lumière, non? Si on peut enlever la lumière. Il arrivera peut-être. J'ai peur qu'on ne puisse pas sélectionner la lumière que. Ah, c'est pas grave, malheureusement. Eh ben, c'est pas grave. Je vais essayer de faire autrement. On peut essayer de. Alors, désolé, Brian. Je vais savoir que tu te déplaces, Brian, je pense. C'est net là ou pas? C'est pas assez. Est-ce que nos spectateurs peuvent nous dire s'ils voient un petit peu plus ce qui se passe sur le tableau, s'il vous plaît? Si je fais en noir. Oui, normalement, Normalement, ce sera mieux, oui. rien du tout. Le retour image. Eh ben, on va faire ça. Tant pis. Tant pis. La qualité reste floue. Bon. Eh ben, on Le va. problème vient de la résolution, à mon avis, qui est pas assez forte de la caméra. Et on peut pas avoir plus sur le WebEx. Ouais, on fera ça. Tant pis. Désolé pour cet inconvénient. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur cette introduction que vous venez de faire, finalement, cette technologisation des C2, c'est-à-dire l'utilisation massive des technologies spatiales notamment, quelles conséquences est-ce que ça a sur les opérations et puis sur la doctrine française? Alors, sur les opérations, c'est fondamental parce que sans le spatial aujourd'hui et sans en fait tout ce que le spatial apporte directement, indirectement. D'ailleurs, le spatial entendu sa logique globale, ça veut dire l'utilisation aussi bien des capacités civiles que militaires. Le spatial est l'un des milieux en termes opérationnels où la dualité est naturelle et où elle ne pose pas de problème.
Je vais juste faire une petite digression là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez des actions aéroterrestres, vous pouvez détourner des technologies civiles à usage militaire, par exemple prendre un drone civil, lui mettre une charge et vous en servir comme une arme, mais vous avez un processus d'adaptation nécessaire. Là où dans le spatial, en réalité, toute technologie civile, on le voit bien avec Starlink, on le voit bien avec le New Space, peut avoir une utilité militaire parce qu'en fait, l'outil civil va faire pratiquement la même chose que l'outil militaire. Il va observer, il va permettre d'avoir de la communication, il va permettre le traitement de l'information. Mhm. Donc en réalité, on parle beaucoup d'arsenalisation de l'espace, mais dans le cadre des C2, vous n'avez même pas besoin d'arsenaliser l'espace pour que l'espace soit un enjeu fondamental. Donc vous avez déjà cette permanence, cette capacité spatiale, et surtout, l'espace n'est plus juste un appui. C'est pas l'espace des années 80, 90. Bon, forcément, vous avez le GPS, ça va vous aider à vous positionner, ça va guider mieux vos frappes d'artillerie. Peut-être qu'avec l'imagerie spatiale, vous allez développer votre capacité de frappe aérienne, votre connaissance du dispositif ennemi, mais c'est pas fondamental dans votre opération. Là, comme le cœur des opérations, alors bien entendu, la guerre reste la production d'effets. Donc, par exemple, le cœur pour une opération aéroterrestre, ça va être de produire des destructions ciblées, d'atteindre les centres de gravité. Mais si vous voulez conduire des opérations multidomaines ou multimilieux, multichamps, la plus-value et l'objectif, c'est d'intégrer toutes les capacités. C'est-à-dire qu'en fait, vous cessez de penser la logique des opérations en termes hiérarchiques et agrégatives. Vous ne dites pas, OK, on a un objectif, on a une dominante aéroterrestre, et pour pouvoir, je ne sais pas moi, faire ma frappe dans la profondeur, on va peut-être mobiliser du renseignement spatial, on va mobiliser ceci, etc. Non, la logique, c'est que toutes vos opérations, dans ces nouvelles doctrines, sont pensées en termes, et les Américains commencent à parler de mosaic warfare, c'est très illustratif, comme de la mosaïque. Vous prenez la petite brique technologique, la petite brique d'effet, quelle qu'elle soit, dont vous avez besoin pour atteindre votre mission. Et cette brique, elle peut venir de toutes les composantes. Prenons un exemple. Vous voulez faire une frappe dans la profondeur et vous vous dites, pour faire ma frappe dans la profondeur, je vais avoir besoin d'artillerie, d'aérien et peut-être d'une opération cyber. Eh bien, au lieu d'avoir une logique monolithique en disant, bon, bah alors il faut que j'ai des unités aériennes, tel commandement, en fait, vous allez penser votre opération en disant, je vais mettre des effets à mes subordonnés qui, eux, vont me proposer, enfin, d'une mission qui vont me proposer des effets. Donc, dans la même conception des opérations, vous allez faire jouer, tirer une unité d'artillerie en appui d'un avion et d'une opération cyber, par exemple. Et ça, la clé, c'est de pouvoir communiquer, traiter l'information, l'agréger, la diffuser au bon endroit. Et en fait, tout passe, ou pratiquement tout, par le spatial. Cette connaissance en termes d'information, ces architectures de communication, cette capacité de traiter et de diffuser l'information, ça passe par le spatial. Donc forcément, le C2 qui devient la centralité des opérations futures, ça fait du spatial un milieu central. Et donc la doctrine évolue, elle évolue toujours plus vite aux États-Unis, donc la doctrine américaine est très en avance dans cette logique. La doctrine américaine, elle va même très loin, puisque ce que j'énonçais brièvement, elle nous dit que le spatial est un milieu comme un autre. C'est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, il faut traiter le spatial comme on traiterait l'aérien, le maritime, le terrestre. Ça veut dire qu'il faut une stratégie spatiale, qu'on va mener des opérations spatiales, qu'on va mener peut-être des combats spatiaux. Alors ça peut être de l'arme anti-satellite, ça peut être des opérations d'influence, ça peut être se placer sur une telle ou telle orbite, aveugler des capacités, mais du coup on rentre dans une logique où on peut mener des tactiques spatiales, on va penser des opérations spatiales, parce que c'est un milieu comme les autant offensives que défensives. Donc vous voyez émerger dans les doctrines toute une logique militaire du spatial, même encore une fois, si vous n'arsenalisez pas l'espace. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre un armement sur des satellites pour penser chez les Américains le spatial comme un milieu d'opération. Vous pouvez vous dire, justement, ce qui compte, c'est la survie de constellations de satellites. Et l'une des logiques, d'ailleurs exprimée par Elon Musk quand on l'interrogeait sur la destruction de Starlink éventuellement par des Russes, il disait, mais c'est pas grave, parce que si je peux relever mes capacités plus vite, j'ai une permanence. Et donc vous rentrez dans cette logique, dans la dialectique très bah, récurrente dans les opérations aéroterrestres, quantité, qualité, action défensive, offensive, donc il y a toute cette logique. Là où la doctrine française est pour l'instant moins avancée parce qu'elle découvre avec un peu de retard forcément cette logique du M2MC, donc multimilieu multichamp, donc elle commence à penser ce niveau, à se penser cette intégration, elle est encore au carrefour entre l'espace traditionnel, c'est le soutien, c'est le
pourvoyeur d'une partie du C2 et l'espace comme milieu. Mais avec une... Alors là, pour des raisons plutôt industrielles même que finalement, c'est ce que disait notamment Sylvain Rocagel, plus industriel que même militaire, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a une grande interconnexion entre l'espace civil et l'espace militaire. Là où en France, il reste encore une différenciation nette entre l'espace civil, représenté par exemple par le CNES, qui est dans une logique plutôt découverte, très technique, et l'espace militaire émergent avec la création du commandement de l'espace ces dernières années, etc. Donc on est au carrefour de ces logiques, mais dans tous les cas, quel que soit le pays, s'il veut mettre en avant des opérations multidomaines, par exemple Singapour qui veut faire du multidomaine à son échelle, ça passe par une conceptualisation des opérations spatiales, ça passe par une mise à jour des doctrines, voire la création de doctrines propres, même chez des acteurs un peu incongrus. C'est pas pour rien que, par exemple, le Luxembourg, l'année dernière, a diffusé 2 documents doctrinaux supplémentaires de la doctrine qui concernent le cyber et l'espace. En disant, bon bah voilà, il y a un intérêt dans l'OTAN à développer ses capacités parce que c'est le cœur des opérations futures. Ok. Euh, alors, ça pousse finalement à se demander, euh, quand vous parlez de cette différence doctrinale entre les conceptions américaines et françaises, ça pousse à se demander finalement quel est l'avenir pour la France et sa doctrine en matière de M2MC et puis d'utilisation du spatial dans le cadre de décisions stratégiques, opérationnelles, etc. C'est vrai, et c'est une réelle problématique qui n'est pas tranchée. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, la France se pose la question de développer cette capacité, bon alors M2MC, disons, et opération, on va dire, multi-champ, multimilieu ou multidomaine, à tous les niveaux. Elle rentre dans cette logique au niveau tactique, par exemple au niveau terrestre, ou même maritime et aérien, elle veut développer des combats collaboratifs. Donc, en fait, elle pense et elle arrive à conceptualiser très bien pour l'instant 2 types d'intégration, on va dire, M2MC. L'intégration au plus bas niveau, donc c'est-à-dire à l'échelon tactique, ou parce que la numérisation des capacités, par exemple au niveau terrestre, l'introduction de la bulle Scorpion puis Titan, va permettre d'intégrer les capacités par essence, elles communiquent entre elles, donc elles réagissent, et le spatial est un moyen d'intégration, et elle arrive très bien à le penser très haut, c'est-à-dire dans l'aide au commandement, l'aide à la décision, en gros le C2, brigade, division. La problématique, c'est de lier les deux, et surtout de répliquer, d'ailleurs qui n'est pas que française, hein, c'est pas parce que les Américains conceptualisent plus qu'au niveau technique, c'est beaucoup plus facile, Mhm. c'est d'arriver à conceptualiser cela dans tout le champ des opérations et surtout en permanence. Et en fait, c'est là que la conceptualisation du spatial se pose, c'est une question qui n'est pas réglée mais qui va forcément se poser. Qu'est-ce qu'on fait du spatial? Est-ce qu'on veut vraiment mener des opérations multidomaines ou M2MC constantes? Donc on a besoin d'un spatial où on pense le spatial en termes d'opération, on pense le spatial en termes de milieu des opérations, donc on rentre dans une logique de stratégisation spatiale, de doctrine spatiale, avec l'inclinaison politique que ça implique, la problématique pour les traités de non-arsenalisation de l'espace, etc., etc. Hein. Voilà, et aussi les chantiers organisationnels, le poids du CDE, par exemple en France, par rapport au poids du CNES, en cas d'opération spatiale, qui dirige les échelons de commandement, comment ça se passe, etc. Ou alors une vision inverse, de dire on est conscient qu'il faut faire du M2MC, mais on ne veut pas rentrer dans une logique de fuite en avant et potentiellement d'opération, voire de guerre spatiale. Donc, on rentre plutôt dans une logique où on va utiliser les capacités qu'on a déjà, voire développer des capacités. On va faire du M2MC, mais on garde, pour des raisons éthiques, politiques ou autres, même juridiques, le spatial dans une bulle, dans une espèce de sphère de protection. Un peu comme le nucléaire, mais appliqué au spatial, où on va agiter une dissuasion, on va utiliser des capacités, mais peut-être qu'on ne va pas rentrer dans cette logique-là pour ne pas en fait... Parce que le danger des États-Unis, c'est bien, ça fait penser les opérations, ça les met en avance, etc. Mais le danger à banaliser le spatial comme un milieu d'opération, fatalement, Hmm. c'est de même pousser à la guerre spatiale. Alors, encore une fois, sans même parler d'arsenalisation, mais vouloir dévier les satellites, vouloir faire de l'aveuglement, vouloir massifier ou densifier les constellations, rentrer encore plus dans une guerre économique et technologique pour l'accès au spatial, pour l'interdiction de l'accès au spatial, les armes anti-satellites, etc. À vrai dire, c'était une question que je voulais poser, c'est-à-dire est-ce que cette intégration permise par les capacités spatiales, elle aura, selon vous, tendance plutôt à encourager une arsenalisation de l'espace, à encourager de considérer l'espace comme un champ de bataille finalement, ou au contraire
Est-ce qu'on va considérer que cette intégration-là, cette place fondamentale du spatial, elle le sanctuarise en quelque sorte un petit peu, dans le sens où n'importe quelle attaque sur des systèmes spatiaux pourrait être considérée comme un acte de guerre au premier degré. Alors en fait, les deux, mais la deuxième sert la première. Et ça, c'est à cause ou grâce, ça dépend où vous vous placez, à la dérive justement de cette doctrinalisation sino-américaine ou du spatial, Hmm. qui en fait va dire, oui, forcément, si vous faites du spatial à un milieu militaire comme les autres, une attaque qui pourrait être, ou une action qui pourrait être attribuée comme une attaque, rentre dans le domaine militaire. Mais d'un autre côté, vous rentrez pas dans la même sanctuarisation que par exemple sur la logique nucléaire. Forcément, si vous banalisez le spatial, et surtout si, et c'est l'enjeu de ces futures doctrines, c'est pour ça que le C2 et le spatial, leur relation, elle est fondamentale pour penser les opérations futures. Parce qu'en fait, puisque dans la logique très système des systèmes, donc là on va faire de l'opératique de base, c'est Airland Battle, on pense voilà dans les doctrines américaines des années 80, elle-même qui vient de la doctrine soviétique de l'opératique et contre-modèle de la Blitzkrieg allemande, on pourrait en reparler, mais bon voilà, c'est l'idée de penser l'ennemi comme un système de systèmes. C'est en fait la reprise des centres de gravité jominiens et clausewitziens. C'est de dire, le centre de gravité, c'est dans les armées modernes, comme un tout monolithique, organisé, etc. C'est pas simplement détruire les capacités, c'est frapper les centres stratégiques. Donc, par exemple, les aérodromes, paralyser le gouvernement, enlever certaines capacités énergétiques ou de communication. Hmm. Mais forcément, si vous dites ce système de système, demain, dans les opérations, il est là dans ces sphères que je viens de citer, mais il est aussi et surtout dans les moyens qui permettent l'intégration des capacités. Donc ce C2. Et que ce C2 et cette intégration des capacités, elle est avant tout spatiale. Ben, en fait, par conséquence, demain, au lieu de vouloir exprimer, ou alors en plus de vouloir exprimer un choc et effroi, ce qu'on tentait par exemple de faire les Russes dans les premiers jours de la guerre en Ukraine, sur les structures vives sur Terre, bah vous allez aussi chercher à détruire la source de la capacité ennemie du système de système. Donc vous allez fatalement chercher à frapper le spatial ou à incapaciter le spatial. Et à l'inverse, pour maintenir votre capacité, vous, détenteurs du spatial, vous allez chercher à protéger. Donc vous allez militariser directement ou indirectement ce spatial. Donc en fait, la sanctuarisation que vous décriviez en disant, bah oui, l'espace sera vu comme un milieu de conflictualité, oui, mais en fait, il l'est déjà. Et c'est la dérive sino-américaine et qui pose un danger de déconnexion entre les États qui seront capables de voir une politique spatiale majeure parce que ça a un coût astronomique en termes de technologie, de capacité, c'est un vrai choix doctrinal, capacitaire et économique. Donc en gros un duopole de space power qui émerge dans ce que les Américains en tout cas voient pour 2040-2060, en gros le sino-américain, et les autres espaces qui ont un accès au spatial, par exemple la France, États, pourquoi pas l'Iran un jour, l'Inde ou autre, la Russie, euh, qui peuvent, eux, avoir un accès au spatial limité, mais ne rentreront pas dans cette compétition spatiale, avec un danger soit d'alignement encore plus important, Je... on nous voit plus, on nous entend On plus. vous entend et on ne vous voit plus. Est-ce qu'il y a un souci avec le... Caméra marche. Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez? Ah. Bon. Eh On bien, c'est que continue. ça a repris. Super. Donc, il y a cette logique, en tout cas chez les Américains, chez les Chinois aussi, de rentrer en fait dans cette militarisation de l'espace, à la fois bah, pour ces fameuses incapacités, le système de système adverse, et en même temps développer sa propre capacité, mais aussi faire une sorte d'exclusion technologique, parce qu'ils savent très bien que c'est les deux États qui peuvent soutenir cette compétition. En fait, on rentre finalement, on retrouve une logique très guerre froide, Oui. sauf qu'on déplace la variable nucléaire au niveau du spatial. On va mettre un coût technologique et une course à l'armement technologique, économique, militaire et capacitaire tellement forte qu'il n'y en a que certains qui pourront suivre. Et en fait, on va aller, en tout cas dans la vision américaine et aussi dans la vision chinoise, vers une espèce de MDO à la carte, avec des MDO, des logiques d'intégration. Alors,
low-tech, mais qui peuvent être efficaces. C'est ce que font très bien les Ukrainiens avec Starlink, etc. Mhm. Vous allez avoir un MDO, M2MC dans cette vision médian, parce qu'on a une capacité spatiale, mais on peut pas être dans le space power, donc les Français, les Indiens, les autres, ou enfin Français ou Européens, et les deux superpuissances spatiales qui auraient un vrai MDO selon ces considérations. Avec, encore une fois, ce fameux danger quand vous faites rentrer, et ça a été avec le développement de l'arme aérienne, quand vous avez une nouvelle capacité dans un nouveau milieu, c'est super parce que pendant un temps, vous avez une longueur d'avance. Mais en fait, c'est une extension du conflit avec un risque, et bien forcément, comme on l'a vu avec l'aviation, de rentrer dans une logique eh bien, de destruction, de détendre le champ de la conflictualité, encore plus de problématiques. Et dans l'espace, ça peut être bah, paralyser les capacités mondiales parce que vous avez un syndrome de Kessler sur une orbite ou encore autre chose. Oui, ça fait partie des interrogations parce que l'un des dangers des armes antisatellites et notamment des missiles antisatellites, c'est effectivement la fragmentation des cibles, donc des Mhm. satellites, et la création de nuages de débris qui peuvent eux-mêmes entraîner ce qu'on appelle une cascade collisionnelle. Euh, L'une des questions que moi je me pose, c'est euh, dans la mesure où ce type de capacité a un potentiel destructeur très important, et notamment pour tous les acteurs, pas uniquement deux parties à un conflit, Mhm. euh, est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec les concepts de dissuasion nucléaire, par exemple, avec euh, finalement ce concept de destruction mutuelle assurée? Si, et c'est toute la logique. En effet, c'est pour ça que je vous disais, on retourne dans une logique de guerre froide. Vous retrouvez une stratégisation enfin, notamment chez les Américains, très très profondément conceptualisée sur qu'est-ce qu'on va faire de l'espace. Et c'est un peu la même logique. Vous rentrez dans soit la logique du mirvage, c'est plutôt les Chinois, essayer de développer tellement de capacités de destruction anti-satellite ou alors de détournement de satellites, etc., que du coup vous assurez une destruction suffisante, donc de rentrer dans une MAD. Et les Américains, c'est un peu la même logique qui commence à se développer comme le bouclier antimissile. Hmm. Une parade, et alors là, la parade, elle est vraiment dans un vocable nucléaire, parce que c'est la massification des capacités, c'est vraiment cette logique de rentrer dans eh ben, en fait, on lance des constellations tellement denses, tellement vite. C'est ce que disait Elon Musk, que bon, bah, vous pouvez en détruire 50, mais si on en relance 100 en un mois, bah, ça pose pas de problème. Et alors, ça va même chez les Américains sur cette fameuse logique de seconde frappe, mais alors qui n'est pas une seconde frappe en termes de capacité, mais qui est, et c'est pour ça qu'on rentre dans le space power, de pouvoir développer des constellations à suffisamment de couches d'orbite pour qu'en fait, il faudrait que l'adversaire fasse ce fameux syndrome là, de collision et de destruction, en fait, rendre inutilisable beaucoup d'orbites, ce qui paraît difficile du point de vue de capacité. Donc en fait, vous avez cette course technologique, Hmm. volonté de la capacité de destruction pour dire, bon bah voilà, on reste dans cette MAD, volonté de massifier. Donc bien sûr, vous rentrez dans cette stratégisation avec la vraie problématique, qui n'est pas tant pour ces États-là, mais qui finalement est pour les autres, de dire, et c'est pour ça que pour moi on rentre dans une logique de dissuasion qui va devoir à un moment, les doctrines vont devoir y réfléchir, mais pas tant pour ces États-là que pour, oui en effet, pour les autres, pour la France qui s'y avait pas partie au conflit, mais aller ces satellites sur une orbite réduite à néant parce que c'est un dommage collatéral d'un affrontement sino-américain, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle logique ça met en œuvre? Est-ce que c'est une escalade? Est-ce que voilà. Et même après, au-delà de ça, comme pour le nucléaire, on parle d'hiver nucléaire, les Américains commencent à parler d'éviter l'hiver spatial, c'est-à-dire un affrontement dans l'espace qui pourrirait suffisamment d'orbite pour pas qu'en fait on perde la capacité spatiale totale, plus de système de communication, plus de système audiovisuel, plus de GPS, etc. Parce qu'il y a trop de destruction et surtout une pollution tellement vaste que ça prendrait des centaines d'années pour dépolluer. Donc on rentre vraiment en effet, plus on militarise doctrinalement l'espace avec le C2, plus finalement on rentre dans une logique dissuasive, vraiment intégrative et proche du nucléaire. Oui, effectivement, c'est à ça qu'on pense. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des concepts de résilience qui sont Mhm. développés depuis quelques années pour concevoir notamment des constellations de satellites qui seraient capables de survivre à la destruction de certains de leurs éléments et de continuer à fonctionner. Donc ça, on développe par exemple des constellations de micro, voire de nanosatellites, pour permettre, un petit peu comme Starlink, de continuer à fonctionner même en cas de souci. Vous avez parlé de plusieurs couches.
finalement, en fonction des orbites de constellations qui permettraient, enfin, qui obligeraient en tout cas un adversaire à toucher simultanément ou presque simultanément plusieurs orbites terrestres, qui est techniquement extrêmement difficile. Euh, oui, enfin, le danger, c'est effectivement un syndrome de Kessler très étendu euh, qui mettrait des années, des décennies, voire des siècles à se résorber. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces concepts de, de couches de constellations à différentes orbites est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept? Oui, alors en fait, les Américains considèrent qu'il y a 4 âges spatiaux. Il y a l'âge spatial de la guerre froide, donc le Old Space, qui est, on va dire, la découverte de l'espace, voilà, les premiers satellites, les premiers systèmes de télécommunication. Ensuite, on serait actuellement dans le deuxième âge spatial, dans le New Space, c'est-à-dire la capacité commerciale et non plus le monopole étatique sur la capacité spatiale et en fait le développement de la massification de l'espace. Ensuite, les Américains et les Chinois, encore une fois dans une vision américaine, seraient déjà dans l'étape suivante, qui est de la logique des Space Operations, du Next Space. Donc en gros, rentrer justement dans cette militarisation, stratégisation de l'espace, et qui passe par le développement d'architecture, en fait, qui passe par l'acquisition de strates technologiques, autant sur le hardware que sur le software, notamment avec l'aide de l'IA, d'IA complexe, etc., qui doivent permettre de s'affranchir des limites techniques que vous présentiez, communication entre les orbites, capacité de lancer des constellations dans les orbites, parler de nano, micro satellites qui vont communiquer entre eux. En fait, toute la logique qu'on voit sur les drones, dessins, de massification, etc. Cette étape qu'ils estiment devoir entrer en vigueur d'ici 2040 devrait les faire passer dans le Space Power, je n'arrête pas de décrire depuis tout à l'heure, pour 2060. Et en fait, là, d'avoir les capacités de développer ou d'utiliser le spatial, donc grâce à ces briques technologiques qui ont atteint une maturité ou qui commencent à l'acquérir, vraiment développer une capacité spatiale et donc de rentrer dans ces briques technologiques par push. Et alors la vision américaine, elle hésite entre deux modèles pour l'instant, donc ils développent deux types de projets, soit d'entrer dans une hyper massification, mais à rebours de ce qu'on voit déjà. C'est-à-dire, nous, on a tendance à prendre un satellite, notamment les satellites militaires, et en fait, c'est la somme de plein de choses. C'est faire plein de choses. Et en fait, c'est rentrer de dire, mais en fait, le but pour pouvoir être à plusieurs orbites et que ça communique entre eux, c'est qu'il faut une masse de systèmes. Et comment on fait pour lancer une masse de systèmes? Eh bien, on les fait plus petits, moins chers. Donc, à rebours de ce qu'on fait jusqu'à présent, cette première vision, c'est de dire chaque satellite, c'est des mini-satellites ou des nanosatellites, ils n'ont qu'une fonction. Un peu comme les essaims de drones, par exemple, c'est juste communiquer. Et vous allez lancer un essaim où il y en a une partie, ils doivent communiquer avec l'échelon d'en dessous, donc l'orbite d'en dessous. L'autre partie, ils font du renseignement, de la diffusion, etc. et ainsi de suite. Vous avez plein d'essaims en orbite, ça coûte pas cher et vous êtes plus résilient à une frappe. Ça vous permet aussi de développer, sans avoir besoin de technologies très matures, des connexions entre les orbites. Théoriquement, on parle bien sur des projections théoriques. La deuxième voie, c'est la voie inverse. C'est de développer des systèmes, en fait, des systèmes de systèmes spatiaux. C'est-à-dire que vous avez une espèce de méga satellite qui est en réalité une mini-base, voilà, une mini-base spatiale, un gigasatellite qui contient plein de petits satellites ou même des systèmes d'énergie. Et en fait, ça vous fait des systèmes de systèmes qui sont suffisamment endurants pour agréger des capacités. Et c'est eux qui, par exemple, donnent l'énergie à plein d'autres petits systèmes qui leur sont accolés ou qui gravitent autour et qui leur permettent de communiquer. Donc, et c'est les deux orientations technologiques. Et dans ces deux cas, pour les Américains, il y a l'une des voies qui va fonctionner, si ce n'est les deux, parce que le New Space permet de faire la première, commercialisation de l'espace, densification et réduction des coûts. Réduction des coûts. Et le Next Space, c'est-à-dire développer, commencer à réfléchir à intégrer l'intégration des C2, donc en fait se servir aussi des avancées technologiques militaires, pas seulement spatiales, le développement du cyber, le développement des IA, de la robotisation, de l'autonomisation, vous permet de penser
des systèmes plus intégrés, plus matures, qui sont plus aptes à communiquer, plus massifs, etc. Donc en fait, ils se disent, on développe ça, et il y a forcément une brique technologique qui arrivera à maturité sur 2040 et qui donnera, parce qu'on a les moyens, qu'on est aussi des Américains, qu'on va pouvoir développer, donner beaucoup d'argent, voilà, et ben atteindre ce space power. Du coup, ça pose la question, une question qui s'est déjà posée depuis le début du conflit en Ukraine et l'intervention d'Elon Musk. C'est le rôle des acteurs privés là-dedans. C'est-à-dire que aux États-Unis et même en France, il y a une partie des capacités spatiales des armées, pas forcément la partie la plus sensible, mais en tout cas une partie importante, qui est prise en charge par des services civils, commerciaux. Mhm. Or, voilà, lorsque la Russie menace par exemple de détruire la constellation Starlink, dans l'hypothèse où elle a les capacités de la mettre entièrement hors d'état de fonctionner, qu'est-ce que ça signifie, pareil, d'un point de vue stratégique, opérationnel, tactique? Alors en fait, cette problématique du privé, elle va se poser à chaque acteur. Pour les Américains, c'est pas un problème parce que, alors là, on est dans de l'histoire stratégique américaine, mais le privé est indépendant, mais est quand même au service de l'appareil stratégique américain. On pensez à IBM sur tout ce qui est hardware, software informatique, les GAFA qui voilà, peuvent servir, et on voit bien avec Starlink et Elon Musk. En soi, c'est privé, mais quand les Américains ont besoin d'une capacité, donc par exemple, voilà, d'intervenir sans intervenir, donc bon, ces acteurs privés peuvent servir à faire des opérations par proxy ou une aide par proxy, on le voit bien, ça pose pas tant de problèmes et même le partenariat Elon Musk, NASA a l'air de plutôt bien fonctionner. Mhm. Et c'est même un choix assumé par les Américains. Encore une fois, dans cette idée que le New Space doit servir en fait de voie d'exploration, il va falloir se nourrir et intégrer. Donc, chez les Américains, je vous dis pas que ça pose pas de problème, mais dans leur logique à eux, ça n'a pas l'air de poser un problème. Ça peut poser un problème beaucoup plus important en France, où en effet, on a une logique assez étatique de la compétence spatiale. On voit avec le CNES, on voit avec le CDE. Et donc, en fait, ces acteurs privés, c'est comme un peu les industriels de l'armement. On a une relation paradoxale. Ils sont privés, on doit leur demander des capacités militaires, mais vous êtes aux frontières de l'intérêt national et en même temps, eh bien, de la liberté de commerce, du contrat privé, du droit de propriété. Et ça, c'est une vraie question. Alors, pour l'instant, ça n'a jamais été une problématique en termes d'opération, quel que soit le pays. Si vous prenez les Russes en Syrie, leurs satellites militaires, quand ils ont fait le début de leur opération, n'ont pas suffi. Ils ont réquisitionné les satellites commerciaux. Ça s'est plutôt bien passé. Et les États, globalement, font ça et ça se passe plutôt bien. Dans la configuration actuelle, ça pose pas de problème. Par contre, là où je vous rejoins, et ça va être finalement quelque chose à trancher au niveau euh, doctrinal et futur dans ce M2MC et dans ces opérations MDO, c'est en fait la masse. Où là, vous avez plus besoin ponctuellement d'intégrer une capacité spatiale, de faire une demande d'imagerie à une entreprise française, par exemple, qui va pas poser des problèmes, mais en fait d'intégrer dès l'origine, avant même le conflit, la capacité civile comme une branche de votre capacité militaire, de votre space power, de votre space operation. Là où les Américains ne voient pas de problème, moi personnellement j'y vois un réel problème. Et pour les questions que vous posiez, alors en France, pour des questions purement organisationnelles et bureaucratiques, où il va falloir à un moment se décider, est-ce qu'il y a une loi martiale du spatial un jour qui émerge en disant on réquisitionne, etc. Il y a un devoir de disponibilité qui doit émerger, mais même au-delà de ça, donc ça c'est loin plutôt français, puisque visiblement les Américains, eux, estiment qu'il n'y a pas de problème là-dessus chez eux. Mais par contre, il y a une vraie problématique en termes de stratégie indirecte. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine, c'est-à-dire le spatial commercial qui vous permet, eh bien, comme disait Beauf, hein, de contourner la variable nucléaire, de contourner l'escalade, en disant, bah non, c'est pas nous qui faisons de l'aide à l'information, c'est pas nous de la livraison d'architecture de communication aux Ukrainiens, c'est une entreprise privée sur notre sol. Mm. Donc c'est très pratique dans un sens pour les États, ça leur donne de nouvelles marges de manœuvre, un nouveau moyen de ce qu'on appelle à tort et à travers la guerre hybride. Mais ça pose aussi une question inverse que vous soulignez. À quel moment le spatial privé est considéré pour un État comme une variable stratégique? Et ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Est-ce que, par exemple, la destruction de la constellation Starlink,
est une atteinte aux intérêts fondamentaux américains ou pas? Est-ce que pour les Américains, c'est un intérêt national? Et ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'est pas posée aux États-Unis, mais qui, je pense, va devoir se poser et devra aussi se poser en France. Qu'est-ce qu'on fait des moyens civils? Et pour cette logique-là d'une attaque directe, mais aussi pour ce que je vous énonçais tout à l'heure, en cas de dommages collatéraux. Oui. Est-ce qu'on considère, bah, c'est une atteinte à un élément privé, bon, bah, tant pis, c'est malheureux, ou est-ce qu'on se dit non, c'est une capacité stratégique française, si c'est détruit de manière collatérale, on considère que c'est une atteinte aux intérêts fondamentaux français. C'est une question qui va devoir se poser et qui, pour l'instant, n'a pas réellement de réponse. Et puis même sans forcément parler d'une capacité stratégique au sens militaire, certains systèmes qui peuvent être touchés, par exemple, par un syndrome de Kessler, etc., ce sont des outils de sûreté aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que le GPS, des instruments d'observation de la Terre, etc., sont utilisés par des services comme, je sais pas, le- les pompiers ou les services de sûreté qui vont essayer de trouver les gens enfermés, enfin, pris dans une avalanche dans la montagne, etc. Si ces capacités-là sont complètement perdues, à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a vraiment un acte d'agression ou ce genre de choses? C'est ça, et c'est pour ça qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, cette logique finalement qui nous rappelle la guerre froide. Et en fait, les États qui apprivoisent petit à petit la logique de la dissuasion, la logique de qu'est-ce qu'on fait du nucléaire, bah, cette militarisation, cette stratégisation de l'espace par la stratégisation des moyens du C2, comme clé des opérations futures, ça va poser cette question. Qui jusqu'à présent pouvait être mentionné ci et là, mais en fait était, bon, c'était à la limite la logique du conflit. On se disait, si on fait une opération, ils vont peut-être essayer de détruire ce satellite d'incapacité. Voilà. Et encore, mais là, ça va vraiment se poser. On va rentrer dans cette logique pour le civil, pour le militaire, et d'autant plus pour le spatial que, encore une fois, les capacités spatiales, elles sont duales par nature. Vous n'avez pas besoin de transformer un satellite civil, sauf si vous voulez vraiment l'équiper d'une arme. Bon, ce serait contraire au traité de l'espace, mais à la limite, pourquoi pas. Et utiliser une arme dans l'espace, bon voilà. Mais si vous n'avez même pas besoin de faire ça, vous prenez n'importe quel satellite civil, si vous l'utilisez correctement, il peut vous donner la même capacité de communication, d'intégration des capacités ou même de renseignement qu'un satellite militaire. Mm. Et donc, par nature, qu'est-ce que vous en faites? Et en fait, toutes ces questions de la stratégie, elle va se poser à tous les niveaux. Pour celui qui va attaquer, qu'est-ce que j'attaque? Est-ce qu'il faut que j'attaque le civil? Est-ce qu'il faut que j'attaque le militaire? À quel moment on rentre dans une logique d'escalade? Pour celui qui défend, qu'est-ce que je protège? Qu'est-ce qui fait partie de mes intérêts fondamentaux? Est-ce que les entreprises privées sont dans mon giron ou pas? Quelles entreprises? Il y a aussi pour la France la question des capacités européennes. Est-ce que l'Europe, comme pour la logique nucléaire, est étendue, les intérêts de l'Union européenne sont étendus aux intérêts nucléaires français? Est-ce que c'est la même chose pour les intérêts européens du spatial? Toute cette logique, en fait, cette stratégisation de l'espace par le C2, elle oblige à penser une doctrine qui, pour l'instant, est émergente, mais qui va devoir se poser parce que sinon, on court le risque de découvrir ça en marchant, c'est-à-dire le jour où le conflit se déclenche, et là, la catastrophe sera là. Mm. Ça, ça me fait penser, quand vous le décrivez, à simplement, par exemple, détruire des infrastructures énergétiques. Parce que typiquement, c'est le genre de capacité qui peuvent servir aussi bien aux civils qu'aux militaires. Et quelque part, enfin, voilà, la destruction de capacités spatiales me fait penser un petit peu à ce cas de figure-là. Et du coup, j'avais une dernière question avant peut-être de passer la parole à nos spectateurs qui ont probablement des questions à vous poser. Euh, Il y a une question justement par rapport à ça. Euh, ah, ça m'échappe. Je viens de perdre le fil de mes pensées. C'est pas grave, ça reviendra peut-être. Ça On va passer au chat ou. Ça reviendra effectivement. Donc, on va regarder un petit peu dans le chat pour voir s'il y a des questions euh, de la part de nos spectateurs. J'en vois déjà une ici. Le C2 d'un opérateur est-il nécessairement centralisé et ou concentré? Alors, pas nécessairement, parce que il serait alors, pas nécessairement d'un point de vue théorique. Parce que si on se place d'un point de vue pratique, le C2, c'est-à-dire la capacité d'un opérateur à un niveau donné, que ce soit l'opérateur, on va dire, de futur, s'il arrive à voir le jour du futur SCAF, voilà, il sera limité par la capacité de son système d'armes ou alors de saucisson au niveau de la brigade, de son QG avec ses systèmes,
à traiter l'information, la collecter, etc. Donc en fait, c'est l'architecture du système en tant que tel, ou l'organisation qui lui dira si c'est déconcentré, décentralisé. Ça, c'est la limitation pratique qui demeurera. Mais en fait, si vous faites des réelles logiques MDO, M2MC, en réalité, c'est la conception de la manœuvre qui change. Et c'est la capacité de votre état-major ou de votre décisionnaire, de votre opérateur, quel que soit le niveau, à solliciter la bonne information en fonction de ce qu'il peut avoir avec son système, le bon effet. Par exemple, l'aviateur qui va détecter une menace en disant je ne suis peut-être pas le plus adapté, hop, il dit il faudrait tel type d'effet, je ne sais pas moi, une frappe plutôt de saturation de cloisonnement, et là l'opérateur du dessus qui lui prend la décision de demander la frappe d'artillerie. Donc en fait, vous avez ces deux logiques. Cette logique physique qui va rester, votre système en fonction de son organisation, il est par nature soit déconcentré, soit décentralisé, soit centralisé, etc. Mais c'est au niveau de la conception de la manœuvre et des opérations où là, la logique, elle dépend finalement de votre doctrine et ce que vous faites dans les opérations. Vous pouvez avoir une logique maximaliste, très bien décrit d'ailleurs par le général Hubin dans Perspective tactique, un petit bouquin que je conseille à tout le monde, qui se lit très bien, où il dit le futur des opérations, grâce justement au nouveau C2, etc., ça va plus être la chaîne hiérarchique et décentralisation, concentration, donc en gros éclatement des unités pour pas se faire frapper et concentration au moment opportun, ça va être l'imbrication. En gros, la mosaïque warfare, plein de petites unités, plein d'effets déconcentrés, et là, par l'intégration, c'est-à-dire votre commandement qui dit j'ai besoin de tel effet, je sollicite telle capacité, vous allez agréger des effets, et là, c'est la manœuvre, c'est le chef qui décide, qui dit est-ce qu'on déconcentre à un moment, est-ce qu'on a décentralisé dans cette imbrication. Donc, vous avez cette vision maximaliste, comme vous pouvez avoir une vision plus traditionnelle, c'est-à-dire un commandement hiérarchique, basiquement déconcentré, ce qui se passe aujourd'hui dans les opérations, et c'est votre demande d'effet qui va être multidomaine, multichamp. Donc, il y a vraiment cette double logique qui, pour l'instant, est encore très théorique. On parle de doctrine, on parle de futur, on parle de capacité qui arrive à émergence. Donc, on n'a pas encore les modèles, on n'a pas encore les exercices, on n'a pas la vision très précise de comment ça se fera, mais on aura bien cette double logique. La structure d'intégration du système et, à côté de ça, eh bien, donc il sera par nature déconcentré, etc., ou centralisé. Et ensuite, la décision du chef qui, en fonction de votre doctrine, en fonction de comment vous pensez les opérations multimilieux, multichamps, eh ben, sera déconcentré, décentralisé, imbriqué, etc., etc. Merci. Une autre question. Y a-t-il des blocages officieux de la part des gouvernements américains contre les entreprises françaises et européennes en ce qui concerne le développement de ces technologies clés? Ici, on donne l'exemple des rachats américains, aux contrats australiens dérobés, aux sanctions contre des entreprises françaises, etc. Alors oui, oui, enfin, faut être honnête. Déjà, on est conscient que nos alliés ou partenaires sont souvent ceux qui nous espionnent au niveau économique de la manière la plus assidue. Et c'est ce que je vous décrivais à propos de la vision sino-américaine du space power. C'est pour ça que c'est une logique très guerre froide finalement. C'est de dire, à un moment ou à un autre, euh, il faut limiter l'accès au spatial et il y a différentes variables. Soit vous voulez, parce qu'en fait, vous voulez avoir cette domination. Celui qui est dominant dans l'espace est dominant dans le C2, donc est dominant dans les opérations. Donc pour être dominant, il faut être tout seul. Donc vous allez soit avoir les barrières naturelles, financières, capacitaires, technologiques, soit chercher à réduire, évincer. Et dans le cas américain, ça passe souvent, au-delà des rachats, par, et ce qui se passe notamment pour tout ce qui est aussi la doctrine OTAN, par l'incitation. En disant oui, bon bah vous avez pas, ça de faire doublon, votre projet, voilà, vous amenez telle capacité, on amène telle autre. Et en fait, cette espèce d'incitation, elle permet de dire, bon, bah, en mutualisant les capacités, bah, vous mutualisez certes, mais vous mutualisez toujours sous, si ce n'est pas commandement, du moins direction, patronage de celui qui apporte le plus, du plus fort. Donc, si vous mutualisez avec les Américains, vous mutualisez quand même, que vous le vouliez ou non, vous allez pouvoir avoir vos propres objectifs, vos propres intérêts. Hein. Je ne vous dis pas que c'est à sens unique, mais vous allez globalement renforcer et vous aligner sur l'action américaine. Et d'ailleurs, le spatial en tant que milieu comme un autre rentre dans la doctrine américaine otanienne classique, qui est de dire, bah voilà, l'Europe est un allié américain, mais sous un peu
tutelle, chaperonnage américain. Donc en effet, il y a des blocages officieux, mais il y a même, je dirais même des blocages plus directs si on lit, même officiels, si on lit la doctrine entre les lignes. Parce que du moment que vous dites qu'il y aura deux nations, il semble, chez les Américains, c'est écrit, il semble qu'il y aura deux nations capables de faire du space power, les Américains ou les Chinois, bah, vous rentrez dans une logique binaire de la guerre froide, choisissez votre camp. Donc forcément, vous dites même officiellement aux Européens, pour exister, il va falloir être avec nous. Après, il y a aussi, enfin, si je peux apporter mon grain de sel, il y a aussi quelque chose de très pragmatique de la part de la France et des Européens, c'est-à-dire que on n'a clairement pas les mêmes moyens que Bien les sûr. acteurs américains Bien sûr. et chinois. Et donc, il y a des choix qui doivent se faire de notre part, à nous les Français, et puis aux Européens. Alors, les choix en Europe sont difficiles à faire parce qu'il faut trouver un consensus. Donc, voilà, c'est encore toute une autre affaire. Mais sans forcément parler des éventuels bâtons dans les roues que peuvent nous mettre les Américains, les Chinois, etc. On a aussi nos propres difficultés avec lesquelles il faut composer. Je suis d'accord avec vous, et en fait, c'est pour ça que le débat, à mon avis, il porte pas sur est-ce que la France ou l'Europe peut être une capacité du space power, mais plutôt quels sont un peu ce qui se passe sur la spécialisation dans l'OTAN, par exemple. Quelles sont les capacités où on peut être leader, faire des choix forts, Mhm. et ça permet à l'OTAN, par exemple, à des petites nations d'exister. Par exemple, moi je pense au Luxembourg, qui est vraiment en avance sur la vision du spatial malgré des petites capacités, parce qu'ils se sont hyper spécialisés en disant non, on va faire de la reconnaissance, etc. Donc on va développer les capacités pour. En fait, je pense que la France et l'Europe ont intérêt à faire ça en disant, se spécialisant sur des capacités de niche ou vraiment en développant, en étant le leader. Et en fait, c'est un peu la question qui se posait sur le nucléaire, le choix de la décision, ou la sortie du commandement intégré de l'OTAN à l'époque, c'était de dire, on ne pense pas la lutte contre le pacte de Varsovie sans les alliés, sans l'Europe, sans les États-Unis, sans l'OTAN. Par contre, on veut se garder la possibilité de dire non, ou on veut se garder la possibilité qu'on est obligé de nous intégrer parce qu'on a une capacité particulière. Mm. Donc du coup, eh ben, on peut poser nos conditions. Et je pense qu'au niveau du spatial, c'est là où l'enjeu se fait. Pour éviter l'alignement, il faudrait avoir tellement de spécificité que oui, il y a le space power américain, s'il arrive, encore une fois, on est dans le théorique, s'il arrive à Oui, voir bien le sûr. jour, mais en fait, le space power américain, il a besoin de la brique française, absolument. Et donc, s'il doit rentrer en opération, faire quelque chose, eh ben, il faudra négocier avec les Français. Je pense que rien que ça serait déjà mieux que des fois se mettre un peu naïvement dans des projets où on est censé être tous égaux et en fait, on voit bien à la fin qui profite du crime. Et c'est pareil au niveau européen d'ailleurs. Et à ce propos-là, avec le recul, la boussole stratégique européenne, qui concernait notamment les capacités spatiales européennes, euh, avait un certain nombre d'angles morts. J'ai écrit une petite note d'actualité pour l'IUSD à ce sujet. Un certain nombre d'angles morts, mais une véritable volonté de développer des capacités de Space Situational Awareness, donc de surveillance de l'espace. Et finalement, ça rentre un petit peu dans cette logique-là, c'est-à-dire développer une capacité particulière de manière très précise, très développée avec les partenaires européens, pour finalement peut-être se rendre effectivement indispensable dans ce domaine. Tout à fait. Euh, alors, une autre question peut-être. Euh, la doctrine spatiale comme enjeu stratégique et milieu à part entière a-t-il intérêt à se décliner en version nationale ou devrait-il être nécessairement articulé avec l'Union européenne pour un pays comme la France? Ou les deux? C'est le vrai enjeu et le vrai débat. Et en réalité, plus largement, je vais foncer une porte ouverte, mais ça pose la question de la pensée stratégique française. Et en réalité, si quelqu'un la connaît précisément, je veux bien qu'il l'adresse, parce qu'on est plutôt dans le balbutiement, dans les hésitations, qu'une pensée stratégique vraiment affirmée, au-delà juste voilà, de la prolongation du schéma gaulien. Mais c'est de dire en fait finalement que veut faire la France, et ça pour l'instant on n'a pas vraiment de réponse, que veut faire la France de sa puissance, mais que veut faire la France de ses armées, que veut faire la France finalement comme acteur stratégique. Et en fonction de ça, bah, vous pouvez savoir ce que vous voulez faire du spatial. Est-ce que vous le faites seul? Est-ce que vous le faites avec l'Europe? Et on voit bien que ça pose une question plus globale et que ça rejoint finalement, et ça rejoint d'ailleurs l'un des commentaires que je vois là, en effet, certains Européens n'ont pas intérêt parce qu'ils se disent bah, avec l'OTAN on est protégé, donc le SAM, etc. En fait, c'est une position plus globale sur qu'est-ce que la vision stratégique européenne et qu'est-ce que la vision stratégique française. Parce qu'en fonction de ce que vous allez définir comme objectif,
vous n'avez pas les mêmes besoins. Mm. Si vous dites il nous faut une indépendance stratégique européenne, bah là, vous avez une capacité de space power à construire. Donc, vous avez intérêt à décliner du space power, comme c'était dit, au niveau européen, voire national, en vous disant il nous faut toutes les capacités. Est-ce que vous dites non, on doit être une spécificité, une vision agrégative. Donc là, vous n'avez peut-être pas intérêt à rentrer dans une logique de décliner le spatial comme un milieu stratégique à part entière, de faire une doctrine séparée du spatial, mais peut-être juste à décliner ce que vous voulez faire du spatial. Peut-être que vous vous dites il faut faire un peu des deux, et en fait, ça renvoie plus largement à bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autres outils stratégiques? À quoi sert l'armée française? Quels sont nos objectifs? Pourquoi on s'engagerait de manière plus précise? Est-ce que c'est forcément un cadre européen? Est-ce que c'est voilà? Et alors surtout cette question de l'indépendance, parce que la capacité française, on critique beaucoup la France et les capacités françaises. Certes, elles sont limitées, mais elles ont le mérite, même si elles sont souvent décrites comme échantillonnaires et à raison, elles ont le mérite d'être assez complètes. On a quelques trous capacitaires, mais on a quand même des briques technologiques sur à peu près tous les secteurs dimensionnants, que ce soit sur l'aéroterrestre, le spatial, même le développement du cyber. La question, elle n'est pas est-ce que la France peut développer des capacités finalement techniques. C'est quelle capacité technique elle veut développer pour quels objectifs stratégiques. Et là, en fonction de ça, et moi, j'ai pas la réponse, c'est un vrai débat qui devrait être mené. Et malheureusement, beaucoup d'experts espéraient que la LPM, mais bon, avec le contexte social, etc., finalement, elle est passée un peu à la trappe derrière la réforme des retraites. Mais normalement, la LPM, c'est le moyen de poser des questions, Mm. de dire ce que vous ne dites pas juste on va investir, mais c'est investir dans quoi pour quels objectifs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut que soit la défense française et la stratégie française pour les 5, 10, 15 ans à venir. Et en réalité, ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le cas. Donc, comme on ne sait pas vraiment, on a juste la haute intensité, il faut remassifier. Oui, mais remassifier pourquoi? Est-ce que c'est pour faire la guerre en coalition dans l'OTAN? C'est pas la même chose que si vous voulez faire la guerre tout seul contre un ennemi régional. C'est pas la même chose que si vous voulez être un leader, par exemple, d'une coalition européenne, vous devez assumer des capacités. Tout ça se pose et c'est exactement la même chose pour le spatial. Et en fonction de ce questionnement, vous pouvez savoir si vous avez intérêt à avoir une doctrine spatiale ou pas, fondamentalement. Alors, ça me fait penser, parce que je viens de retrouver la question qui m'avait échappé tout à l'heure et qui est un petit peu en rapport avec ça, parce qu'il s'agit de la doctrine stratégique française. Euh, Sans être un expert, je vais vous demander peut-être des explications que, il y a une partie de la doctrine française qui consiste à entraîner les armées à pouvoir fonctionner même sans ces hautes technologies, le spatial, etc. Et je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire pour la France au regard de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était une doctrine qui était encore viable? Oui, alors c'est un peu alors, c'est ce qu'on appelle les actions en mode dégradé. Donc, alors, vous avez basiquement le dégradé, ça veut dire tout couper. Aujourd'hui, ça va être couper le GPS, ou parce que soit on vous l'a coupé, hein, Hmm. soit parce que vous le coupez vous-même pour éviter d'avoir un rayonnement électromagnétique, d'être détecté, etc., etc. La problématique, elle est pas compliquée aujourd'hui parce qu'en réalité, votre numérisation, votre intégration numérique, elle est assez faible dans les armées. Malgré tout ce qu'on développe, elle reste assez faible. Et donc, à la limite, tout couper, d'ailleurs c'est ce qui se passe, et c'est ce qui continue à être fait, et à raison, vous allez à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, on va vous apprendre, moi qui suis ancien artilleur, à utiliser le numérique ou à faire carte, boussole, voilà, tracer vos traits, faire vos coordonnées. Au cas où bah, ça marche pas, ou vous deviez utiliser ça. La problématique, c'est que si vous êtes en opération multidomaine, ou M2MC, bah en fait, le cœur de votre plus-value opérationnelle, c'est l'intégration numérique. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans une logique de la manœuvre dégradée en coupant tout, parce que sinon, bah, peut-être qu'on va vous l'imposer, vous devez toujours vous entraîner à ça, mais en fait, c'est faire la guerre d'avant, c'est ne plus faire de M2MC. Hmm. Donc, en fait, rentre, et ça doit être théorisé, et ça va être un peu appris au fil du temps, quand les capacités vont arriver à maturité. En fait, l'enjeu, c'est pas d'être capable de faire une manœuvre dégradée, c'est d'être capable de faire la bonne manœuvre dégradée. Donc, savoir quoi couper, auquel moment, et être sûr que si vous coupez une capacité, vous êtes capable de couper une capacité, je ne sais pas, le rayonnement électromagnétique, sans vous ôter telle autre capacité, ou vous êtes capable d'agir sans telle capacité spatiale, mais avec telle autre, ou avec de puissance spatiale, etc. Et tout cet enjeu commence à être développé, et il est en effet d'autant plus crucial pour la France que si on ne rentre pas dans une logique, alors après sur les Américains et les Chinois, on est encore très théorique, en disant on aura la résilience, la survivabilité eux-mêmes, bon ils n'ont pas l'air de trop s'inquiéter,
moi, à leur place, je ferais quand même de la manœuvre dégradée, parce que si vous avez soi-disant toutes les orbites, mais qu'il n'y a plus de spatial, il faudra bien agir sans. Et vous avez toujours, mais toujours dans toute la modernisation des armées, ce qu'on appelle l'illusion technologique, le biais technocentré, où en gros, vous avez tellement eu l'habitude d'utiliser la techno que le jour où elle ne marche pas, vous ne savez plus rien faire. Donc, il y a intérêt. Mais d'autant plus pour la France qui, n'ayant pas a priori la capacité d'avoir la même résilience spatiale, doit plus que les autres envisager d'être coupé de cette capacité. Et c'est d'ailleurs un enjeu qui commence en effet à émerger, sans être au niveau doctrinal. Par exemple, moi, à la FRS, je fais ça avec la DGA, par le biais du wargaming. Il y a des scénarios qu'on développe actuellement sur les C2, et la logique, c'est justement les C2 de nouvelle génération, savoir comment ça marche, par le biais de la simulation du wargaming, et pouvoir utiliser ces différentes briques. Donc, soit on utilise toutes les briques et dire, bon, bah là, jusqu'à présent, on avait le spatial, on coupe le spatial. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça remet en cause toute la manœuvre? Comment vous vous adaptez? C'est aussi cette réflexion qui a toujours lieu dans les armées françaises et qui, je pense, est d'autant plus indispensable parce que bah, on sera plus vulnérable en théorie et même en pratique en soi que les autres, fondamentalement. Bon, merci d'avoir répondu. On peut peut-être Oui. prendre encore une ou deux questions du chat. Alors, on revient au sujet des entreprises privées. Est-ce que les entreprises privées américaines, notamment, et on imagine SpaceX, ne sont pas finalement vouées à l'obéissance au gouvernement en matière stratégique? Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre, autrement dit? En réalité, ça dépend si vous avez une vision américaine ou européenne. Dans la vision américaine, et on le voit encore une fois, je parlais d'IBM, et ça vient très tôt, ça, c'est-à-dire que là, le spatial est la dernière logique, mais en soi, l'utilisation ou nationaliser quand ça arrange des capacités civiles chez les Américains, ça se fait très bien. Ça va même, je parlais du wargaming tout à l'heure, sur certains jeux, avant Tempête du désert, il y avait un jeu qui s'appelle les Gulf Strike dans les années 80, un jeu civil, tout le monde pouvait jouer. Les Américains ont vu un intérêt, ils ont retiré le jeu de la sphère commerciale, ils l'ont adapté et ils ont wargamisé ce qui sera Tempête du désert. Donc chez les Américains, c'est un peu la logique. Et le contrat finalement SpaceX, NASA, c'est un peu dans ce sens-là. La NASA avait des besoins et en même temps, elle avait moins de budget, donc ça l'arrangeait bien qu'on ait un nouvel acteur privé qui puisse explorer certaines choses où c'était difficile de vendre au Sénat qu'il y avait un budget, bah, ça ne marchera pas la commercialisation. Et en même temps, ça permet à un nouvel acteur d'entrer. Du coup, l'acteur privé, parce que les Américains adorent faire les entreprises privées, de rentrer dans les secteurs stratégiques en disant je peux accéder à l'espace, mais toujours avec ce lien, bah, si un jour ça devient stratégique, hop, venez là et il n'y a pas de problème. Et on va nationaliser. Donc, du point de vue américain, ça ne pose pas de problème. Si par contre vous êtes d'un point de vue européen, en effet, ça pose un vrai problème parce que la vision européenne, elle est finalement très souverainisme étatique, c'est pas du tout une critique, au contraire, elle est très colbertiste, c'est les arsenaux d'État. Et on voit même aujourd'hui, avec les industriels, la logique, des fois difficile, entre la délégation générale de l'armement, la sphère étatique qui est censée faire l'innovation, et les industriels qui ont parfois leurs propres intérêts, notamment qui peuvent même être divergents à l'exportation. Et dans la vision française, on a un peu l'idée que si c'est trop privé, on perd en autonomie stratégique, si c'est trop stratégique, on perd en marge de manœuvre, notamment en liberté créatrice. C'est vrai, et en même temps, du côté français, parce que les deux logiques ont le revers de la médaille, vous voyez bien que le poids des industries privées, et c'est pas que pour le spatial, mais quand vous voyez Lockheed Martin ou d'autres, le poids de ces entreprises, de cette BITD dans les décisions. Et ce qui s'est passé pour les Français, bon, qui passe, France Aérienne, ça a quand même un succès à l'exportation, déjà, même que le système coûte bien plus cher et que ça a un peu technique. Mais heureusement, ça les sauve, mais on voit bien que la solution retenue à l'origine, c'était pas forcément le F-35. Quand vous voyez les intérêts économiques font que vous avez un poids où les entreprises sont quand même avec une influence, un lobbying très fort, bien plus important qu'en France. Donc forcément, vous avez ce revers. Ou en France, le fait que vous avez plutôt une conception administrative, stratégique, fait que oui, ça peut brider la logique créatrice des entreprises. On dit souvent qu'on ne donne pas toujours les moyens financiers pour se développer. D'un autre côté, ça rend les logiques beaucoup plus claires, et dès que quelque chose devient stratégique, en général en France, c'est tout de suite mis sous tutelle étatique et ça évite certaines problématiques ou certains lobbying. Et aussi, chez les Américains, ça roule pour l'instant parce qu'il n'y a jamais eu de problème.
mais on ne sait pas ce que ça peut impliquer en termes juridiques ou opérationnels si par exemple SpaceX disait bah, finalement non, moi je ne veux pas vous donner ma capacité ou je suis une entreprise privée, je suis neutre dans tel conflit, etc. etc. Donc vous avez les deux visions qui sont un peu au carrefour. Si vous êtes dans une vision américaine, ils considèrent qu'ils ont une vraie marge de manœuvre parce que c'est le jeu. Si vous êtes dans une vision française, vous vous dites, bah, en réalité, SpaceX, ils ont une marge de manœuvre tant que ça ne devient pas stratégique. Du moment que c'est stratégique, de toute façon, c'est le gouvernement américain. Ok, bon, je vous remercie. On va peut-être prendre une dernière question de la part du chat et puis on va conclure. Alors, bonsoir. Concernant le choix de l'échelle UE France, la France semble limitée en termes de budget, mais l'UE à 28 peut difficilement prendre des décisions stratégiques au but de la règle de l'unanimité. D'ailleurs, ici encore le jeu des US, d'après certains observateurs, qui parlent d'une stratégie de dissolution de la décision en Europe. Quelle solution est-ce qu'on pourrait envisager, selon vous, pour résoudre cette question? En fait, la question que vous posez avec le cas spatial, c'est la grande problématique de ce qu'on appelle défense européenne ou Europe de la défense. Oui. C'est de dire, est-ce qu'on a les mêmes intérêts à 28? On voit bien que non, puisque en effet, vous avez des États qui font de l'allié américain, d'ailleurs très officiellement dans leur doctrine, pour le coup, on parle souvent d'hypocrisie, il n'y en a pas. Si vous prenez la doctrine des États baltes ou la doctrine polonaise, c'est l'allié fondamental, c'est les États-Unis, l'OTAN, et ensuite l'Union européenne, en termes stratégiques, si elle peut faire quelque chose, c'est pas mal. Et vous avez des États entre deux, et vous avez une vision que la France est souvent un peu seule à porter, ou alors qu'elle porte avec les Britanniques, mais c'est un peu bête, mais ils sont plus dans l'Union européenne, qui est de dire on voudrait vraiment, et encore les Britanniques, c'est la relation spéciale avec les États-Unis. Donc en gros, la France est souvent un peu seule à vouloir une vraie Europe de la défense. Bah, finalement la France est un petit peu un des seuls pays de l'Union européenne à avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, assez peu de trous capacitaires, c'est-à-dire que Oui, à avoir des capacités assez variées. parce que justement, il y a cette volonté de l'autonomie stratégique d'éviter la dilution qui est décrite et qui est très vraie. C'est-à-dire que les États-Unis ont intérêt pour leur influence globale, et on le voit bien même, alors ça concerne l'Europe bien entendu avec l'OTAN, ça concerne aussi on voit, le rapprochement AUKUS, l'Australie, etc., même le Japon, la Corée du Sud, à avoir une indépendance parce qu'ils ne veulent pas porter tout le poids de la défense, mais en même temps rester la puissance tutrice. Là, et donc pourquoi je parlais de cette fameuse problématique de défense européenne ou d'Europe de la défense? Parce qu'en réalité, les solutions éventuelles qui pourraient émerger pour le cas du spatial, c'est les mêmes que pour une défense européenne globale ou une Europe de la défense. Soit, première solution, vous acceptez, c'est pour ça que je vous disais, il faut d'abord définir avant qu'est-ce qu'on veut faire au niveau stratégique de la France, de son armée, etc. Et donc du spatial. Soit vous acceptez cet état de fait, comme le font très bien les États baltes, par exemple les Polonais, en disant bah, de toute façon, non, on a ce qu'on appelle une délégation de sécurité. On fait certaines choses, mais voilà, notre sécurité, elle est déléguée. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous poser de questions. Et vous rentrez dans une logique, ce que les Allemands font très bien, avant tout très économique. On veut un gain économique, voilà, le spatial, c'est avant tout pour de l'économique, développer toute cette sphère, les clouds, etc., etc. Soit vous avez une vision très française et vous voulez vraiment une autonomie stratégique, moi par exemple j'appelle de mes voeux franco-européenne ou française, et là vous êtes obligé de faire des choix. À 28 c'est impossible. Et donc la France, qu'est-ce qu'elle fait? Les solutions, elles sont souvent bilatérales et malheureuses avec le coup franco-allemand parce qu'on voit que les Allemands n'ont pas les mêmes logiques. Et donc du coup, pour faire ça, eh bien, vous rentrez, mais il va falloir qu'un jour ce soit assumé. Pour l'instant, on est dans une sorte d'ambiguïté sur des Europes à plusieurs vitesses. Soit vous trouvez 1, 2, 5, 6, 10 partenaires qui sont sur la même vision que vous et vous faites vraiment une capacité militaire, mais vous la faites assumer. Ce qui, pour l'instant, pourquoi je vous disais qu'on est dans une ambiguïté, parce qu'on va faire un partenariat avec les Italiens sur quelque chose, avec les Belges sur autre chose, avec les Espagnols sur encore autre chose, et les Allemands. Et donc, du coup, en fait, vous n'avez pas une autonomie, vous pouvez même pas faire. C'était un peu l'Europe à plusieurs vitesses, mais là, mal articulé. Si vous voulez vraiment une autonomie stratégique européenne et du coup spatiale, en fait, il vous faut une Europe à plusieurs vitesses. Il vous faut un conglomérat assumé de 4, 6, 8, 10 ou deux, hein, s'il n'y en a que deux, qui mutualisent des capacités, mais vraiment sur une logique stratégique. Et surtout, ça pose une vraie problématique qui n'est pas réglée, mais à cause de la nature même de l'Union européenne. L'Union européenne en tant qu'entité politique, malgré Maastricht, la convergence, etc., qu'on a voulu mettre en place, elle a échoué en 54 avec l'Europe de la défense et elle a même échoué au début. Le lancement de l'Union européenne, c'est une communauté économique et on le voit bien sur le principe de l'unanimité. On voit bien la problématique européenne, c'est-à-dire
on voudrait agréger des capacités, mais en termes militaires, pour faire des opérations, il y a un moment, il faut prendre une décision. L'unicité du commandement, vous devez voir ça de partout, c'est l'une des clés de la réussite. Ça a été l'une des grandes problématiques de la Première Guerre mondiale sur la coalition, qui n'aboutira que fin 17, début 18. Ça a été le grand atout, par exemple, pour le débarquement le 6 juin 44, où les Anglais hésitaient, mais la décision était américaine, on débarque, voilà. Et c'est la problématique. À un moment, il faut savoir qui décide. Et dans les capacités spatiales, ça va être ça. Et c'est la vraie problématique qui n'est jamais tranchée. Pour l'instant, quand vous faites un programme européen, c'est on développe la même capacité, mais après, chacun ses moutons chez soi. C'est-à-dire, vous développez un char, là on commande 50, l'autre en commande 30. Le jour où il y a une opération, chacun fait ce qu'il veut. Pour avoir une vraie puissance spatiale, il faut que le moyen, il soit au service de tous. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment, s'il y a une décision cruciale à faire, par exemple, on fait quelque chose avec les Allemands, on est tous les deux face à un dilemme français-allemand, et ben, il faut qu'il y ait une entité qui tranche. Donc, Et il faut une espèce d'unicité du commandement. Donc, il faut même, juste sur cette brique-là, un moment, une espèce de convergence politique. Et ça, c'est la vraie problématique, fondamentalement. et Plus ce qui est technique. Parce qu'on peut faire le, des choses, hein. ce à quoi ça me fait penser, c'est que effectivement, les seules capacités spatiales communes à toute l'Union européenne sur lesquelles on a réussi à se mettre d'accord, c'est la géolocalisation, avec le programme Galileo, qui a quand même une bonne vingtaine d'années de retard parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le financement. Et plus récemment, ces questions de surveillance de l'espace avec la boussole stratégique européenne on est tous plus ou moins tombés d'accord sur le fait que c'était des capacités qui étaient fondamentales et qu'il fallait avoir en commun. Bon, on n'est pas encore sorti de toute cette histoire, donc on va voir comment ça évolue. Mais le constat, c'est que ce sont des capacités stratégiques, certes, mais qui sont loin d'être à usage uniquement militaire. C'est-à-dire que ce sont des capacités qui, au contraire, ont été même pensées comme étant duales dès le départ, pouvant avoir une utilisation civile, voire commerciale, c'est le cas avec Galileo, et ce sera probablement le cas avec les capacités de SST et de SSA. Et du coup, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que je vous disais que la question, elle n'est pas tant technologique ou finalement capacitaire que politique. C'est que visiblement, ces programmes-là, tant que c'est civil, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur un principe d'unanimité de l'utilisation et que demain, et que ça n'a pas été défini en amont, que vous n'avez pas cette stratégie, oui, ça va nous servir en spatial, voilà nos intérêts fondamentaux, voilà dans quelle mesure on va utiliser ces capacités pour du militaire, et que vous avez un État qui décide, qui dit non, qu'est-ce qui se passe? Qui est, c'est pour ça que vous parlez de cette unicité à un moment du commandement. Mm. Si vous voulez vraiment faire une Europe spatiale ou des capacités européennes spatiales, même si elles ne sont pas à 28, c'est de dire à un moment, qui prend la décision que cette logique commerciale, elle va être utilisée, que ça plaise ou non à tout le monde, pour aider à des opérations, pour se défendre, ou même une question d'intérêt. Qui va décider aujourd'hui s'il y a une attaque, je ne sais pas, directe ou indirecte sur Galiléo? Est-ce qu'on est bien d'accord que tous les États vont considérer ça comme une conséquence militaire et comme une agression? Je sais pas si on peut en être sûr. En C'est fonction des intérêts de certains États, on le voit bien déjà sur la guerre en Ukraine, de la frilosité de certains. Est-ce que certains vont dire oui, c'est un acte de guerre, et d'autres dire oulala, moi je veux pas rentrer dans une logique d'escalade. Non, c'est pas un acte de guerre. Qu'est-ce qui prévaut à ce moment-là? Finalement, on sait à pas. ma connaissance, c'est pas défini, ouais, effectivement. Alors qu'il y a des accords de complémentarité avec le GPS américain. Enfin, tout ça est censé travailler un petit peu ensemble. Donc même la réaction des Américains, je suis pas sûr qu'on puisse la prévoir. Brian? Juste pour ajouter quelque chose, il y a également Copernicus qui est central pour l'observation terrestre, pour le changement climatique et tout. Mais il y a un point qui est très intéressant, c'est par rapport à Ariane. La création d'Ariane vient en fait du refus des Américains de lancer le programme Symphonie, Hmm. de faire du commercial pour une puissance étrangère. Et c'est ce qui a créé une fédération européenne pour la création d'Ariane. Et en fait, ce que je disais dans mon article sur DevTech, c'est que c'est un peu quand l'Union européenne est au dos du mur qu'elle arrive à trouver un consensus. Et le problème avec les programmes spatiaux, les programmes de défense, c'est que ça prend justement des années. Et que à partir du moment où on localise le problème et on a un problème pour envoyer, faire du vol habité, faire du lancement, par exemple, il faut attendre 10, 15, 20 ans pour que ça soit effectif et pour que Oui. ça soit possible de le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie pensée stratégique du spatial à développer et qu'en fait, ce C2, il stratégise le spatial et du coup, il nous oblige, ce qui pour l'instant n'est que partiellement fait, à vraiment penser stratégiquement le spatial, cette utilisation du spatial pour les C2 et pour les opérations futures. Parce qu'en effet, tant qu'on n'a pas défini ça, on a deux risques.
soit de ne rien faire parce qu'on ne sait pas trop, on essaye des projets qui ne fonctionnent pas, soit en fait de développer des capacités, mais ce qui est encore pire, et de ne pas savoir qu'en faire. Le syndrome 40. Vous avez en soi pas moins de matériel que l'adversaire, vous avez une hésitation sur ce que vous voulez en faire, vous stratégisez mal vos moyens, par exemple blindés, et vous vous retrouvez paralysé parce que du coup, bah, vous ne savez pas quoi en faire. C'est encore pire parce que du coup, voilà, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on priorise des capacités pour être indispensable? Est-ce qu'on définit des lignes rouges ou est-ce qu'on n'en définit pas? Est-ce qu'on accepte finalement une subordination américaine parce qu'il y a des États qui ont un intérêt en disant, bah moi, le militaire, la défense, ça m'intéresse pas, je préfère être un leader économique. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et ça vous permet peut-être d'être un vrai leader influent dans le monde sur d'autres biais que le militaire. En fait, tant qu'on n'a pas réglé cette question de qu'est-ce qu'on veut stratégiquement faire dans le spatial et du spatial, quels sont même nos intérêts spatiaux, parce que je suis pas sûr qu'on ait une définition propre de nos intérêts spatiaux, bah en réalité, soit vous prenez 30 ans de retard le jour où vous dites OK, j'ai cet intérêt, donc vous n'êtes pas prêt, vous êtes mal prêt, soit vous développez plein de capacités, mais vous ne savez pas quoi en faire, et le jour où la crise arrive, bah soit c'est mal intégré avec le militaire, soit c'est pas utilisable, soit vous êtes dans un projet européen où vous devez avoir l'accord des 28 ou de X nombre pour faire quelque chose, donc c'est pas utilisable. C'est ça tout cet enjeu. Et finalement, il faut stratégiser le spatial avant même de développer des capacités. J'ai j'ai une autre remarque à faire. C'est aussi un problème de dimensionnement des efforts et d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, par exemple, d'un New Space européen, d'un New Space français, mais il ne faut pas oublier que le New Space est né de la fin de la guerre froide, en fait. C'est-à-dire des technologies qui ont été développées en temps de guerre, en temps de conflit, et qui ont été réattribuées au domaine commercial. Il a fallu rentabiliser finalement. Exactement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va créer Maxar, enfin, on va financer Maxar, par exemple, pour faire de l'observation, on va financer le GPS et tout. Et, euh, et aujourd'hui, ça me semble difficile de créer de toutes pièces un New Space français sans cet apport, justement, qui est issu d'un conflit ou d'une démarche. Oui, finalement, Mutuelle. de décennies d'investissement capacitaire, mais pour le coup, qui était au service d'une stratégie. Sûr. Donc là, la logique, et justement, c'était l'une des questions qui était posée, le New Space ou de se dire, bon, bah, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à développer un New Space, etc., européen, comme on le ferait? Mais je pose même la question, oui, en effet, est-ce qu'il y a un intérêt, finalement? Peut-être qu'on va se rendre compte qu'un New Space à la française, oui, c'est vraiment utile, ou un New Space européen, c'est utile sur certains secteurs, comme on le fait. Est-ce qu'on joue la compétitivité prix, la qualité, qu'est-ce qu'on joue? Ou alors peut-être qu'on va se dire, bah nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça, de ça dont on a besoin. Et c'est toute la question d'ailleurs à l'origine du GPS. Il y a une vraie interrogation à l'époque. Est-ce qu'on a besoin d'une capacité nationale ou européenne pour une indépendance stratégique ou est-ce que finalement on se sert de ce qu'on a et au pire on se dit bah, si les Américains veulent pas un jour le GPS, c'est pas grave, on fera autrement. Cette question elle se pose sur le New Space, mais elle se pose même sur que faire du spatial de manière générale. Là, ouais, effectivement, l'Europe, enfin, tu parlais, Brian, tout à l'heure d'être dos au mur pour arriver à prendre des décisions, c'est la création d'Ariane. Quelque part, c'est un peu le cas avec Galileo, parce que Bien c'est sûr, aussi la bien sûr. réalisation que finalement, si les Américains décident de couper le GPS pour les pays européens, bah, on peut plus se servir de ces capacités de géolocalisation. Et pour les capacités de surveillance de l'espace, la boussole stratégique, elle a été adoptée en avance par l'Union européenne à cause du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc c'est ce déclenchement aussi du conflit en Ukraine qui a poussé les Européens à se dire de quoi est-ce qu'on a fondamentalement besoin. Les actions russes, notamment d'interception de certains satellites, etc., ont poussé plutôt à se diriger vers ce domaine-là. Mais effectivement, oui, ça pose la question d'un peu de savoir ce qu'on veut. Et le New Space européen, finalement, pour l'instant, il se dirige quoi? Vers les capacités de surveillance. On a des micro-lanceurs qui sont utiles pour la résilience des systèmes. Et pour l'instant, au-delà de ça, bon, je suis sûr qu'il y a énormément d'autres types d'entreprises, mais effectivement, c'est les deux gros thèmes qui me viennent à l'esprit. C'est la compétitivité commerciale, en fait, qui ressort. Et c'est un vrai problème parce que vous parliez de la guerre en Ukraine, mais la logique, et c'est la vraie problématique, vous êtes à budget contraint depuis des décennies et vous avez une remontée capacitaire sur l'ensemble du spectre, pour le coup, de tous les États européens, aéroterrestres, et ça coûte déjà très cher ces systèmes. Donc vous avez une contrainte budgétaire qui demeure, qui est même amplifiée par l'inflation, les débuts de récession, etc. Donc vous augmentez les budgets, ce qui est très salutaire par exemple en France, mais en fait, c'est une vraie problématique et c'est pour ça que les Américains parlent de ce fameux duopole Space Power, parce que vous avez Chine, États-Unis, ils ont des masses budgétaires qui leur permettent, bon,
déjà de développer leur puissance de manière continue, donc leur remontée en puissance, on va dire classique, aéroterrestre et capacitaire sur des spectres plus traditionnels, elle est moindre, mais surtout, ils ont les budgets nécessaires pour pouvoir la faire et mettre toujours autant dans la recherche et développement, le cadre du spatial. Et en fait, il y a un vrai risque avec la guerre en Ukraine, qui est normal, mais c'est une tentation, et c'est pour ça que la LPM sera vraiment déterminante dans ses contours très précis. Une tentation de dire on augmente le budget, mais en fait de sacrifier la R&D, qui est essentielle pour le spatial, ce combat collaboratif, C2C2, etc., au profit de leur remassification classique, qui est nécessaire certes, mais si vous faites l'un au détriment de l'autre, en fait vous remassifiez actuellement, et dans 10 ans, vous avez plus il y a 10 ans, mais vous avez moins à plus 10 ans ou à plus 30 ans parce que vous avez sous-investi la recherche et développement. Oui, donc il y a une Et obsolescence. ouais, et il y a et encore plus pour le spatial, il y a cette vraie tentation de dire, et c'est pour ça que c'est très important, de qu'est-ce qu'on veut faire du spatial, quelle capacité, etc. Parce que si vous sanctuarisez pas des technologies clés, vous allez dire on va augmenter le spatial, d'accord, vous allez augmenter le spatial peut-être de 10%, mais en fait, comme vous allez augmenter le spatial de 10%, mais que à côté, votre budget, il aura été augmenté sur d'autres niches, vous allez, notamment la massification traditionnelle, vous allez massifier le traditionnel et vous allez réduire votre part mathématiquement de R&D. Et à côté de ça, les projets qui sont financés sont des projets qui doivent forcément euh, apporter une rentabilité économique. C'est la problématique. C'est l'ADN de l'Union européenne depuis sa Oui, création. et mais l'ADN qui est finalement un modèle contre-français. La vision plus stratégique, plus colbertiste française, ou finalement quelque chose de non rentable mais qui a un intérêt stratégique, eh bien, ça vaut le coup. Là où l'Europe, et notamment des partenaires, je parle des Allemands, mais parce que c'est ceux qui ont le plus cette dimension économique, s'ils se mettent dans un projet européen, en effet, il faut que ça rapporte. Et c'est là la force des Américains, mais aussi grâce à leur poids économique, c'est de dire on investit dans tout, si c'est pas rentable, mais que ça nous apporte une avancée technologique ou un gain stratégique, bah tant mieux. C'est un peu la vision française, mais avec des budgets contraints. Mais forcément, si vous êtes un projet européen qui doit avant tout être rentable, bah, vous allez peut-être faire un choix capacitaire du spatial qui n'a aucun intérêt stratégique. Bon. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut conclure peut-être. Est-ce que vous avez un mot de la fin Bon, à à moins qu'il y ait apporter? une toute dernière question, mais sinon, je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé le sujet. Oui, effectivement, on a ratissé large. Bon, alors pour conclure simplement, voilà, c'est la fin de la première séance de ce séminaire espace de l'IESD, édition 2022-2023. Euh, Notre prochaine séance aura lieu le 6 mars, même heure, 17h, 19h. Et nous accueillerons en distanciel, pour le coup, le docteur Aaron Bateman, qui est docteur en histoire des sciences et des technologies et professeur en histoire et en relations internationales à l'université George Washington à Washington DC. On parlera pour le coup de l'évolution de la stratégie américaine, notamment sur le rapport entre espace et nucléaire. On espère vous y voir nombreux, même en distanciel. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.